Alors voici la laitue vireuse. Donc c'est une laitue puisqu'elle produit du lait, lait laitue. Hein, c'est pas la seule plante qui produit du lait comme ça, il y a aussi les laitrons. Mais là on voit quand même que c'est une laitue puisque ça ressemble quand même à ce qu'on appelle régulièrement la salade. Ouais. Est-ce que juste tu peux me montrer un petit peu le lait là? On voit. Est-ce que vous voyez un petit peu là, les amis, regardez. Vous voyez le lait qui sort? D'où le terme laitue. D'où le terme laitue. Ouais, là on voit bien. Là. Et donc, la laitue vireuse. Pour faire la différence, alors il y a plusieurs sortes de laitue. La laitue vireuse, elle a les formes, elle a les feuilles qui sont, on va dire, plutôt rondes, ovales. C'est-à-dire que toutes les autres laitues sont beaucoup plus découpées. La feuille a beaucoup moins une forme de gourdin comme ici. Et alors, donc dans cette famille, il y a beaucoup de plantes avec lesquelles on pourrait confondre. Hein. Mais bon, là, la taille de la feuille des laitues quand même est assez notable, ce qui n'est pas du tout le cas chez les autres plantes avec lesquelles on peut confondre. Mais surtout, vous avez au dos de la nervure principale une série de poils plus ou moins drus qu'on sent très bien en passant le doigt. Donc la laitue vireuse, c'est plutôt la fin. Très vite, elle va monter comme ça, faire une tige sur laquelle elle fera de nouvelles feuilles pour faire une inflorescence, donc un regroupement de fleurs avec des petites fleurs jaunes qui ressemblent aux fleurs de pissenlit et qui vont faire des fruits avec des petits parachutes, des petits papus qui s'envoleront aussi au vent, comme toutes les autres laitues. Donc celle-ci, c'est bien la laitue vireuse, les feuilles en forme de gourdin. Et donc les plantes, alors comme les autres laitues, les jeunes feuilles peuvent se manger crues, elles sont un peu amères, c'est le lait qui fait ça. Et les vieilles feuilles peuvent se manger cuites. Donc à la romaine, parce que c'est comme ça que les Romains consommaient principalement les laitues. Donc on peut trouver ça trop amer. Si vous trouvez ça trop amer, c'est à cause de molécules qui sont présentes dans le lait. Pour enlever l'amertume, vous pouvez faire tremper les feuilles dans de l'eau, les substances amères se répartissent dans l'eau et ainsi donc vous perdez un peu d'autres nutriments, peut-être des vitamines, mais surtout vous perdez l'amertume, ce qui vous permettra de consommer la laitue et qu'elle soit pas trop amère. Moi c'est Jean-Charles Tellier, je suis botaniste et vulgarisateur scientifique. J'ai monté une activité qui s'appelle la botanique pour tous, pour partager au plus grand nombre le savoir populaire et ancestral, celui des petites herbes qui se mangent et qui soignent. Alors, il y a une partie, parce que j'ai montré souvent aux gens qui regardent ma chaîne ce que je fais en Franche-Comté puis ce que je fais en région lyonnaise. J'ai montré des vidéos avec Christophe de Houdy où ça va être plutôt dans la région parisienne. Mais là, on est dans un endroit totalement différent. Où est-ce qu'on est ici? Alors, on est dans le sud de la France, on est dans le département de l'Aveyron. Donc, c'est pas les mêmes plantes exactement. Enfin, il y a des plantes qu'on va voir de la même manière, mais il y a des petites plantes qu'on va voir qu'on va pas trouver forcément ailleurs. C'est plutôt des plantes du sud et des plantes qui sont typiques des sols calcaires. Donc, vous pouvez le voir ici, la roche, c'est du calcaire. Et donc, le sol, il a un pH différent de la plupart des autres sols. Toutes les plantes ne le supportent pas. Et donc, la spécificité par rapport aux vidéos que tu as fait, c'est que je fais des plantes du sud et des plantes des sols calcaires. Voici l'orpin réfléchi. Comme vous le voyez, c'est une plante grasse. Donc, elle a les feuilles charnues qui sont réparties bien également autour de sa tige. Tous ces petits trucs, c'est des feuilles, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, l'organisation de la plante est assez simple. Il y a une tige, mais qu'on ne voit pas. Elle est remplie de feuilles qui sont charnues. Pourquoi est-ce qu'elles ont cette espèce de forme bizarre, là? Il n'y a pas beaucoup de feuilles qui ont une forme comme ça. La caractéristique des plantes grasses, c'est leur échange gazeux avec l'atmosphère. Ouais. Donc, il y a plusieurs types de plantes. On les classe en différentes catégories. Celle-ci, c'est une plante grasse. Donc, elle va en fait ouvrir ses stomates, qui sont les trous sur ces feuilles pour faire les échanges gazeux avec l'atmosphère la nuit, pour pouvoir récupérer le dioxyde de carbone, le fixer à une molécule qui s'appelle l'acide malique, et pour pouvoir, pendant la journée, utiliser ce dioxyde de carbone pour faire sa photosynthèse. Et ainsi, la journée, elle évite les échanges gazeux avec l'atmosphère et elle évite donc de se dessécher, ce qui lui permet de survivre sur des sols comme ceci. Également, comme en fait, il n'y a pas l'effet d'évapotranspiration pendant la journée, pour faire remonter la sève le long des tuyaux, et ben, c'est des plantes, les plantes grasses, c'est jamais des plantes qui vont aller très très haut. Et les vacuoles, donc les sacs des cellules sont tellement énormes, puisqu'il y a le stock d'acide malique et de CO2, que ça donne un aspect charnu à la cellule, et donc par extension à la feuille. Ouais, donc c'est pour ça que les feuilles, elles ont cette forme toute bizarre où on dirait pas des feuilles. Voilà, on dirait que les feuilles, elles sont grasses. C'est des feuilles, quoi. Exactement.
Donc, il y a quand même pas mal de plantes grasses. La plupart de celles qui sont dans le coin se mangent. Donc, ce qu'on mange dedans, c'est les feuilles. La tige est un peu trop coriace pour être mangée à mon goût. Et donc, c'est très facile à faire. On va effeuiller comme ça la tige pour récupérer les feuilles qu'on pourra mettre dans les salades, dans les taboulés, en complément ou comme base, pourquoi pas. C'est alors également comme donc, les feuilles contiennent de l'eau, de l'acide malique comme je disais, ça va lui donner ses qualités médicinales. L'acide malique, ah oui je ne l'ai pas dit, acide malique, malus égale pomme. C'est l'acide qui donne le goût acide de la pomme verte. D'accord. Le goût acidulé de la pomme verte. Donc, et concrètement, c'est le même qu'il y a dans les pommes alors en fait. Exactement. La molécule qui donne le goût acidulé de la pomme verte, c'est l'acide malique, ce qui lui a donné son nom, malus égale pomme. Il se trouve que les plantes grasses utilisent l'acide malique pour stocker le dioxyde de carbone, pour pouvoir l'utiliser pendant la journée. Donc l'acide malique, en fait, va lui donner la propriété médicinale d'être rafraîchissant. C'est-à-dire que, vous voyez, comment dire, là où ça pousse, en fait, c'est sur des sols qui sont assez arides. Elle ne va pas supporter la concurrence avec des plantes qui sont plus hautes, Ouais. qui peuvent pousser sur des sols qui sont plus humides. Et donc, on la trouve surtout sur les pentes, les talus, et parfois même dans les murs et sur les toits. D'accord. Donc, l'acide malique va lui donner une propriété rafraîchissante, ce qui fait que en été, quand on se balade dans la nature et qu'on a soif, on peut apaiser sa soif. Ça ne va pas résoudre une éventuelle déshydratation, mais on peut apaiser sa soif en croquant quelques feuilles d'orpin réfléchi ou d'orpin de Nice. Donc la première spécificité, donc on a vu, c'est que tu es dans un microclimat dans lequel il y a des plantes que j'ai pas encore montrées. Mais il y en a une deuxième de spécificité, c'est que tu as une méthode très très particulière en fait. Est-ce que tu pourrais dire un mot sur ta méthode et expliquer quelle est ta méthode pour apprendre, pour débuter sans risque la cueillette de plantes sauvages? Alors, la méthode elle est rigoureuse. Donc ça consiste en nommer la plante, la montrer comment ne pas la confondre pour pas qu'il y ait de risque d'intoxication. Donc ensuite de raconter une anecdote que j'utilise comme astuce mnémotechnique pour en quelque sorte ouvrir le tiroir à mémoire et permettre de mieux retenir. Ensuite seulement, je donne les informations scientifiques, donc qu'est-ce qui se mange, qu'est-ce qui se cueille, à quel moment, les qualités nutritionnelles de la plante, ses qualités médicinales qui souvent sont liées aux qualités nutritionnelles et à la fin, je donne une petite recette de cuisine ou médicinale. Donc voici le gaillet croisette. C'est bien un gaillet, on peut donc vérifier avec d'autres gaillets. Voilà, ici, le gaillet blanc, ici, le gaillet gratteron. Donc vous voyez que les gaillets, en fait, elles ont des tiges anguleuses, c'est-à-dire qu'on sent, en passant le doigt, qu'il y a des petits angles. On dit que la section est carrée, puisqu'elle est de forme carrée. Les caractéristiques des gaillets, c'est que toutes les feuilles partent toutes du même endroit sur la tige, ce qui lui donne cet aspect, on dit que c'est verticillé. Les gaillets sont de la même famille que le café, c'est la famille des rubiacées. Donc pour reconnaître le gaillet croisette, c'est facile. Donc il faut regarder ses feuilles. Ces feuilles font une croix le long de la tige et c'est ce qui lui donne le nom de gaillet croisette. Quand il est en fleurs comme ça, une des caractéristiques, c'est qu'il sent très fort le miel quand on passe, quand il fait beau. Donc ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça va être le cas très bientôt. Donc pour le manger, on s'en sert surtout comme épice, c'est-à-dire qu'on va le hacher fin dans les plats, plutôt à la fin, pour profiter d'un goût, en fait, un goût de miel mais assez amer. Ce goût, il est dû à une molécule qui s'appelle le phénylacétaldéhyde. Donc on dit en général, on reconnaît des arômes de miel, de cacao ou de café. J'ai une petite recette qui est très agréable. C'est un collègue que je l'ai vu sur une vidéo sur internet. C'est un mec qui fait comme moi. Il l'a publié sur la chaîne Permaculture, Agroécologie, etc. Ah, Damien, la chaîne c'est de Damien Decars. ouais. Donc, merci pour ta recette. Elle est super. Merci. Donc, on va faire du lait parfumé au gaillet croisette. Ensuite, qu'on va transformer en flan. Pour environ 4 ramequins, on va cueillir peut-être 3 ou 4 branches entières de gaillet croisette. On va les hacher très fin et on va fabriquer notre lait parfumé. Donc, comment faire? On met le lait dans une casserole, on le fait bouillir. Dès qu'il a bouilli, on arrête le feu, on plonge dedans
nos plantes finement hachées et on attend une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, vous pouvez goûter. Le lait parfumé, il sera amer, c'est normal. Il faut rajouter du sucre pour enlever l'amertume. Donc vous rajoutez du sucre et vous pouvez goûter au fur et à mesure. Dès que c'est plus amer, c'est suffisamment sucré pour que ce soit un dessert agréable au goût de miel, de cacao et de café. Donc on a notre lait parfumé, on va le transformer en flan. Donc on remet le lait sur le feu et on va mettre, je ne l'ai pas dit, c'est 1/3 de litre de lait pour 4 ramequins. Donc on va mettre 2 cuillères à soupe de farine. Donc la farine de riz c'est très bien, la farine de blé ça marche aussi. Pour épaissir notre lait et pouvoir fabriquer notre flan. Donc vous remuez quand vous insérez la farine dans le lait. C'est exactement comme la béchamel. Le but c'est que ça épaississe. Si jamais, vous doutez, est-ce que c'est assez épais ou pas? Eh bien c'est comme la béchamel, quand il y a un doute, il faut continuer. Quand ça sera suffisamment épais, vous le saurez. Donc à partir du moment où vous estimez que c'est assez épais, eh bien, vous coupez le feu, vous versez dans les ramequins et ça va solidifier en se refroidissant et vous aurez vos bons flans. Sur les plantes sauvages, il y a quand même un truc, c'est qu'il y a des risques. D'abord, il y a des risques de confusion avec d'autres plantes, puis il y a des risques de contamination. Hein. On peut être contaminé par des maladies parasitaires, par des contaminants aussi bien d'origine anthropique, hein, parce qu'il y a aussi les pesticides et tout ça, que par des micro-organismes pathogènes. Il y a des risques avec les plantes sauvages, hein, et on peut en mourir. Si on mange une plante qui est mortelle, on en meurt. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les risques et à quoi il faut faire attention? Alors déjà, il y a les plantes qui sont toxiques. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur les caractères de reconnaissance, puisque, encore dernièrement, comme j'ai raconté avec la colchique d'automne, on peut en mourir. Donc ensuite, vous avez 2 types de maladies parasitaires qu'on peut trouver en France. La première, c'est ce qu'on appelle l'échinococose, donc qui est provoquée par un parasite qui s'appelle l'échinocoque. L'échinocoque, dans un de ses stades de vie, vit dans les petits mammifères comme le chat, le chien, le renard, le blaireau. Donc il va terminer son cycle dans ses corps et c'est là qu'il va faire ses œufs. Donc les œufs peuvent se retrouver dans les selles, c'est-à-dire les excréments de ces animaux. Des fois, on entend qu'on peut en trouver dans l'urine. Mais normalement, si tout se passe bien dans le corps de l'animal, l'urine est stérile. Donc c'est plutôt les plantes qui sont souillées par les excréments auxquelles il va falloir faire gaffe. Donc quand les gens disent qu'il faut faire attention à l'urine des renards, c'est pas vrai en fait. Il n'y a pas besoin de faire attention à l'urine des renards parce que même si le renard a été contaminé par l'échinococose, en réalité, dans son urine, on n'en trouvera pas la trace, ce sera dans les excréments, c'est ça que tu dis? Voilà, sauf s'il y a un gros problème dans la vessie du renard et que donc son urine, elle est contaminée, ce qui est assez improbable. Okay. Pour pouvoir éviter d'attraper l'échinococose, eh ben, tout simplement, il vaut mieux regarder attentivement ce qu'on cueille. Si ça apparaît souillé par les animaux, alors là, on ne cueille pas du tout. On peut trouver que si on nettoie à l'eau vinaigrée, ça va détruire les œufs, mais apparemment non. Donc seule la cuisson détruit les œufs d'échinocoque. Donc une autre manière de s'en prémunir, c'est de ramasser bien au-delà, en hauteur, là où peut sortir les excréments de l'animal en question. Donc je rappelle que c'est des petits mammifères, ça va être des chats, des chiens, des blaireaux, des renards. Donc en fait, dit autrement pour que tout le monde comprenne, si c'est au-dessus de la taille des fesses d'un chat, il n'y a pas de danger. Normalement, non, à moins que le chat soit trop bizarre. Ok. La deuxième maladie parasitaire que vous pouvez trouver, c'est la douve du foie. Donc la douve du foie est un animal fantastique, je ne vais pas faire de la zoologie là maintenant, mais c'est un animal qui a 4 stades larvaires avant d'arriver à sa forme finale. Donc c'est la douve, vous pouvez l'attraper, l'animal dans un de ces stades larvaires en mangeant une plante qui a poussé les pieds dans l'eau. Il faut savoir que les différents stades en fait, de la douve ne supportent pas la dessiccation, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas d'être tout sec. Donc si vous mangez une plante qui n'est pas dans l'eau, qui n'est pas mouillée par l'eau du ruisseau, eh ben, vous n'avez aucune chance d'attraper la douve du foie. Si vous mangez une plante qui pousse les pieds dans l'eau, en général on parle du cresson. Donc là, il va falloir soit le cuire pour être sûr de tuer l'animal, de tuer la douve,
soit faire gaffe en fait où vous le cueillez, puisque la douve du foie, c'est plutôt une plante qui parasite les moutons. Donc sur un champ, dans un ruisseau, dans un champ où il y a des moutons, eh ben, il y a beaucoup plus de chances de trouver la douve du foie. Mais si vous n'avez pas en quelque sorte de bétail qui vient fréquenter le ruisseau, eh ben, vous avez quand même assez peu de chances d'attraper la douve du foie. Je peux raconter une petite anecdote marrante sur la douve du foie. Vas-y. Dans un de ces stades larvaires, c'est-à-dire quand il est prêt à parasiter le mouton, donc ça peut aussi parasiter des vaches et puis les autres mammifères de cette taille approximative, en fait, il va contaminer, quand une fourmi va venir boire dans le point d'eau, il va contaminer la fourmi, il va investir ce qui sert de cerveau à la fourmi, donc pour la manipuler. Il va prendre le contrôle du corps de la fourmi va aller se placer en haut d'un brin d'herbe et attendre patiemment qu'un mouton vienne le manger. Et c'est de cette manière que la douve du foie contamine le corps du mouton. Voici la consoude tubéreuse, donc c'est celle qui remplace la consoude officinale dans la partie sud de la France, tout simplement parce qu'elle est plus adaptée à la sécheresse. Donc comme la consoude officinale, quand on touche les feuilles, on sent que c'est rugueux, la feuille est couverte de petites poils, ce qui lui donne un aspect rugueux, mais donc pour savoir si c'est de la consoude officinale ou si c'est de la consoude tubéreuse, le moyen le plus simple, c'est de regarder les fleurs. Sur la consoude officinale, celle qu'on trouve dans le nord de la France, les fleurs sont bleues, mais ici, elles sont jaunes. Ce qu'on mange dedans, alors on peut manger les jeunes feuilles crues hachées, c'est très important puisque sinon c'est un peu trop velu et coriace. Et on peut également cuire les feuilles, même âgées. Les feuilles contiennent beaucoup de protéines, beaucoup de vitamines, du mucilage, des tanins et des molécules qui peuvent être dangereuses en grande quantité pour votre foie. Donc c'est une plante qu'on va manger de manière parcimonieuse. Il faut manger quelle quantité maximum? Il ne faut pas excéder quelle quantité? Alors ça, c'est vraiment une plante saisonnière. C'est-à-dire que dès qu'il va faire chaud, elle va disparaître. Ouais. Donc en gros, le moment de la cueillette, il peut ne durer environ qu'un mois. Donc moi, ce que je conseille, c'est de ne pas manger plus d'une fois par semaine. Si vraiment c'est la famine, je pense que vous pouvez manger plus, mais il faudrait vraiment éviter de la manger tous les jours. Et donc dans une année, on en mange 4 fois de ces plantes, si je fais bien le calcul. Voilà, donc c'est la curiosité du printemps. Alors, elle a plusieurs qualités médicinales que je ne vais pas détailler là, mais celle qui est la plus connue, c'est sa capacité à ressouder les os rapidement. Donc consoude, ça vient de consolidare, consolider en latin. Donc pour ce faire, en fait, on va appliquer des cataplasmes à l'endroit où on a la fracture, mais c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire sans avoir consulté un médecin, évidemment. Donc il y a toujours cette histoire qu'on raconte. Donc deux parents qui, comme leur enfant avait un os cassé, ils ont appliqué un emplâtre à la consoude. Et donc en arrivant chez le médecin, l'os était mal placé et le médecin a dû rompre de nouveau l'os qui s'était déjà ressoudé pour pouvoir le replacer. Alors donc, on a dit qu'il y avait ce premier risque qui était les maladies parasitaires, mais ce n'est pas le seul risque. Il y a aussi les contaminations d'origine anthropique. Oui, alors moi je ne ramasse pas du tout au bord de route et je déconseille aux gens de le faire. De manière générale, on dit que sur le bord de route peu fréquenté, c'est-à-dire ce qu'on trouve à la campagne, il faut s'éloigner de quelques mètres du bord de la route pour ne pas avoir les polluants qui sont présents dans l'essence. Donc, pour une route qui est moyennement fréquentée, il faut s'éloigner de quelques dizaines de mètres. Et donc, quand vous avez une grande route, voire une autoroute, là, c'est carrément d'un demi-kilomètre qu'il faut s'éloigner pour éviter les contaminations aux métaux lourds ou aux polluants qu'il peut y avoir dans certains types d'essence. Alors, on va sortir du domaine des plantes sauvages, mais ce que tu racontes, du coup, c'est intéressant, parce que ça veut dire que les gens qui achètent au supermarché, par exemple, tous ces maïs qu'on voit pousser au bord des autoroutes, immédiatement au bord de l'autoroute, il y a un champ de maïs qui est immense. On n'est pas à la distance que tu préconises, un demi-kilomètre, c'est-à-dire 500 mètres. Oui. Là, a priori, toi, tu n'en mangerais pas de ce maïs? Non. Ok. Alors, chers amis, lorsque vous achetez du maïs, vous n'avez absolument aucune idée de savoir s'il a poussé au bord d'une autoroute ou pas. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose pour les plantes sauvages comestibles. Mais c'est vrai qu'au moins, quand on les cueille nous-mêmes, on sait où elles ont poussé. Exactement. Et ce que je n'ai pas dit sur les maladies parasitaires, c'est que vous avez autant de chances d'attraper l'hélicocose si un renard, un chien, un chat a déféqué sur la laitue que vous achetez au supermarché que si vous mangez une plante sauvage.
Oui, ça aussi. Donc la douve, les principales contaminations à la douve, en fait, elles sont dues au cresson qui est vendu. C'est pas des gens qui vont les gens qui vont à l'hôpital parce qu'ils ont été contaminés par la douve, c'est pas des gens qui sont allés cueillir des plantes sauvages, c'est des gens qui ont acheté du cresson ou une plante qui pousse au ras du sol en supermarché et qui ont attrapé la maladie. Alors, on peut attraper, bien sûr, les maladies parasitaires en mangeant des plantes sauvages, mais j'ai dit ça pour signifier aussi qu'on peut les attraper avec des plantes que vous achetez au supermarché. Donc, c'est pas pour dire plantes sauvages égale maladie parasitaire. En fait, dans les plantes qui sont cultivées, il peut aussi y avoir ces maladies parasitaires. Donc, en général, les producteurs font attention, mais on n'est jamais à l'abri d'un accident. Voici la veste des bois. Donc pour la reconnaître, c'est facile. Vous voyez que, alors, elle aussi a une feuille qui est composée de plusieurs folioles. Cependant, il y a au bout en fait, de la feuille ces vrilles. Donc on appelle ça des doigts. Il y en a plusieurs. 1, 2, 3, 4 ici. Et ce qui lui permet de s'accrocher aux autres plantes pour pouvoir s'épanouir, on va dire, plus facilement sans avoir besoin de produire de grosses molécules qui sont très coûteuses. Donc les vesses, peut-être que vous ne reconnaîtrez pas cette veste, mais sachez qu'il y a 39 espèces de vesses en France et que toutes sont comestibles. Elles ont toutes la caractéristique d'avoir cette vrille et ces doigts. Donc pour la petite histoire, il y a toujours une veste qui est cultivée. Elle est cultivée pour sa graine, qu'on appelle le pois carré. Ça ressemble à un petit pois qui a une forme d'oreiller, mais la consommation intense, enfin la consommation régulière des pois carrés peut provoquer le lathyrisme, donc une maladie qui provoque la paralysie des membres, qui est une paralysie irréversible. C'est dû à la présence d'acide cyanhydrique dans les graines, et donc il faut en consommer avec modération. Donc ce qu'on va manger, on va plutôt éviter les graines, donc à cause de la maladie qu'elles provoquent, si on en mange trop régulièrement. On va plutôt manger les jeunes feuilles, celles qui ont une tonalité de vert plutôt claire. Donc en général, ça correspond au fait que la feuille elle soit jeune et donc qu'elle soit suffisamment tendre pour être mâchée. Et alors, c'est une plante que moi, je mange uniquement crue, puisque comme elle contient beaucoup de tanins, à la cuisson, elle prend un goût que je trouve désagréable. Alors, en salade, ouais, on peut mettre ça comme ça, hein, tant qu'elles sont jeunes. Vous voyez que la tige, en fait, est suffisamment cassante pour être mâchée. Sinon, ce que j'aime bien faire, alors ma recette préférée, en fait, avec les vesses, c'est de faire des pestos de vesses. D'accord. Comment tu fais un pesto de vesse, hein? Alors, moi, je fais un pesto avec des graines de tournesol, donc, et sans fromage. Donc, j'écrase dans un mortier mes graines de tournesol jusqu'à ce que ça fasse une semoule. Là, je peux mettre un peu d'huile pour coaguler. Je mets le sel à ce moment-là. Et ensuite, je viens rajouter mes légumes, donc n'importe lesquels. On peut faire des pestos avec n'importe quel légume qui se mange cru. Donc, les légumes, vous les hachez le plus finement possible. Plus vous hachez fin, moins il y aura de travail d'écrasage après avec le pilon dans le mortier. Donc, une fois que j'ai mis mes légumes avec les graines de tournesol, j'écrase jusqu'à ce que ça fasse une purée claire. Donc, avec la veste, ça va faire une purée vraiment très claire. Donc, quand la texture me convient, je rajoute de l'huile à l'envie, selon si j'ai envie que ce soit plus ou moins gras, que ça fasse plutôt pesto pour les pâtes ou plutôt pâté pour étaler sur une tranche de pain. Et voilà, c'est prêt, votre pesto, il est super. L'autre point sur lequel je voulais te poser une question, est-ce que tu pourrais me donner un petit peu des précisions sur les risques de confusion? Parce que c'est quelque chose dont les gens ont peur tout le temps, de dire, oui, il y a des plantes qui sont mortelles, si je ne prends pas la bonne plante, je vais mourir. Est-ce qu'il y a une méthodologie, des choses à mettre en place pour éviter les confusions? Alors déjà, quand vous cherchez à identifier une plante à partir de ce qu'il y a dans les livres, donc souvent vous avez des listes assez longues sur le pédoncule, il fait telle taille, il y a tel nombre de sépales, est-ce que le fruit il est déhiscent ou il est indéhiscent. En fait, ça va être très très vite indigeste. Ce que je propose aux gens, c'est quand je leur fais rencontrer une plante, c'est de la sentir. En fait, l'odorat est le sens le plus déterminant qu'on peut avoir pour la reconnaissance, pour être sûr que cette plante est bien la plante qu'on cherche. Par exemple, sur l'ail des ours, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, tu peux te limiter qu'à un seul caractère de reconnaissance. C'est-à-dire que si tu vois que la feuille, elle ressemble à de l'ail des ours, tu peux tout de suite prendre un morceau de feuille, la froisser et la sentir pour voir si oui ou non ça sent bien l'ail. Et on parlait tout à l'heure du muguet. Pour le coup, si tu fais la même chose avec du muguet, tu verras tout de suite que ça sent pas l'ail. Exactement.
Oui, donc là, on prend l'exemple de l'ail des ours, mais c'est pas valable que pour l'ail des ours. Tu citais hier dans ton stage le cas de la ciguë. On confond souvent Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont peur de confondre le cerfeuil avec la ciguë. Et toi, tu dis il y a un moyen très simple en fait de faire des différences. Alors c'est le cas pour beaucoup de plantes de cette famille. Donc la famille s'appelle les Apiacées, Apis l'abeille, Apium le céleri. Donc c'est des plantes qui vont grosso modo ressembler à des ciguës. Donc par exemple dans le cas du cerfeuil des bois, qu'on appelle aussi Antrisque sylvestre, alors il y a aussi des listes à rajonge pour faire la différence avec les deux sortes de ciguës avec lesquelles on pourrait les confondre, la ciguë vireuse et la grande ciguë. Mais moi, ce que je conseille aux gens, c'est de prendre un morceau de la feuille, de la tige, de n'importe quelle partie de la plante et de la sentir. Le cerfeuil des bois a une odeur agréable, on pourrait presque dire sucrée, alors que les deux ciguës dont j'ai parlé, elles ont soit pas d'odeur, soit une odeur désagréable. Et ça, c'est une manière certaine de faire la différence. Voici l'ail des ours. Donc comme vous le voyez, il peut pousser en grande population dans les forêts anciennes. Donc pour le reconnaître, c'est simple, quand il est en fleurs, vous avez des fleurs blanches à 6 pétales qui poussent sur un organe qu'on peut appeler une ombelle, une inflorescence. Donc le long d'une hampe florale qui a des angles. Donc quand on regarde la feuille, elle est aussi caractéristique. Voilà, elle est faite de 2 parties. Alors tout ça c'est la feuille. La partie plate s'appelle le limbe, mais surtout ce qui va nous intéresser pour la reconnaissance, c'est cette sorte de tige de la feuille qui en botanique n'est pas une tige, qui s'appelle un pétiole. Donc c'est un des caractères de reconnaissance, par exemple, pour ne pas le confondre avec la colchique d'automne. Donc on peut confondre avec une autre plante comme ça, qui est le muguet, qu'on connaît, qui ne fait pas les mêmes fleurs. Mais pour faire la différence de manière certaine, avec l'ail des ours, c'est très simple. On rompt un morceau de feuille, on le froisse et on le sent. Si ça sent très fort l'ail, c'est de l'ail des ours. Il y a une histoire qui a fait l'actualité dernièrement. Donc c'est celle d'un couple d'Autrichiens qui étaient des cueilleurs expérimentés, qui s'est tué en mangeant une soupe avec principalement de l'ail des ours. Le problème, c'est qu'ils ont confondu 2 plantes, ils ont mélangé avec des feuilles d'ail des ours de la colchique d'automne qui est toxique et ils en sont morts. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Donc moi ce que je vous conseille pour cueillir l'ail des ours et pas vous tromper, donc peut-être comme l'ont fait ces Autrichiens, c'est de ramasser les feuilles une à une, de ne pas y aller à la serpette ou au couteau, de ramasser les feuilles une à une. De cette manière vous êtes certain en fait de pouvoir, alors si besoin, vraiment renifler la plante pour savoir comment elle sent, mais au moins attraper le pétiole. La colchique d'automne n'a pas de pétiole. Ce qui se mange, ça va être les feuilles et les fleurs. Donc vous pouvez essayer de ramasser le bulbe. Je ne vous le conseille pas puisque ça tue la plante. Et franchement, il n'est pas tellement pas grand que ce n'est pas vraiment intéressant au niveau nutritif. Vous avez plus intérêt à ramasser les feuilles et à faire de bonnes soupes, de bons pestos avec. C'est plus intéressant. Voici la saponaire officinale. Pour l'instant, elle n'est pas très remarquable, mais en plein été, elle le sera, puisqu'elle va monter jusqu'ici, et ça fera un beau pompon de fleurs roses à 5 pétales. Donc quand il fera très chaud, les fleurs peuvent être blanches, mais c'est bien de la saponaire. Donc, elle ne se mange pas traditionnellement ici, mais par exemple au Liban, on fabrique à partir de ses racines, en mélangeant, en émulsant avec du sucre, une mousse qu'on mange avec le halwa, donc la pâte de pistache et d'amandes mélangées sucrées. Donc ici, traditionnellement, c'était les lavandières qui les utilisaient. C'est-à-dire les lavandières, c'est les dames qui étaient payées pour laver le linge. Et donc elles prenaient les racines qu'elles écrasaient, elles mettaient ça dans une grande marmite avec le linge à nettoyer, et en faisant bouillir, ça moussait, et du coup, le linge était lavé. Donc vous connaissez peut-être le nom d'une molécule qu'on appelle la saponine, qui est présente dans énormément de plantes. Tout simplement parce que la saponine, c'est une molécule que elle fabrique pour se protéger de la prédation. Et la caractéristique des saponines, c'est quand on mélange avec l'eau et quand on frotte tout ça, et ben ça mousse. La saponine, tient son nom de la saponaire, puisque la saponaire est très très riche en saponine. La saponaire tient son nom de la saponine. T'as dit la saponaire. Non, la saponine tient son nom de la saponaire. Ah, d'accord. Pour moi, c'est ça. Pour toi, c'est l'inverse. Pour toi, la saponine, elle vient du nom de la plante. C'est pas Alors, la plante, les plantes ont été nommées bien avant qu'on nomme les molécules. D'accord. Voilà. Petite curiosité du printemps, la valériane officinale.
Pour la reconnaître, elle a des grandes feuilles qui peuvent être beaucoup plus grandes, hein. Là c'est le début, elle sort à peine, qui sont composées de nombreux folioles. Les folioles, c'est les sous-feuilles. Donc au niveau comestible, c'est pas la plante la plus intéressante du moment, mais on peut quand même rajouter les très jeunes feuilles dans les salades pour les manger crues. Mais le plus intéressant, c'est que c'est l'herbe à chat la plus connue. Dans ses racines exulte une odeur qui est semblable aux phéromones sexuels des chats. Donc les chats adorent ça, et si jamais vous voyez votre chat qui se roule sur la terre, qui frotte, qui cherche des racines pour se frotter avec, c'est probablement des racines de Valériane officinale. Voici la prime vert officinale. Elle est facilement reconnaissable à ses feuilles gaufrées, avec un pétiole quand même qui est assez large. Vous voyez, la feuille est assez reconnaissable, et ainsi qu'à ses fleurs. Donc ces fleurs sont jaunes, à 5 pétales qui sont soudés à la base, mais la caractéristique principale, c'est que les sépales, donc l'équivalent, on va dire, des pétales, mais en dessous les pétales, donc souvent c'est vert, les sépales sont soudés entre eux, et ça forme une coupe qu'on appelle le calice, exactement comme la coupe qu'on trouve dans les églises. D'où le nom. D'où le nom du calice. Donc, vous trouvez on peut trouver 3 sortes de prime vert ici en France. La prime vert officinale qui est la plus répandue, la prime vert élevée qui ressemble beaucoup à la prime vert officinale mais qu'on trouve dans les bois, et la prime vert à col qui a son origine sauvage dans les montagnes, et c'est la prime vert à col qu'on vend en jardinerie, donc sous le nom prime vert. La prime vert, ça se mange alors en fait. Tout à fait. Donc on peut manger les jeunes feuilles crues, donc comme ça, quand elles sont suffisamment souples pour être mâchées. Les vieilles, il faudra les cuire, mais dans un cas comme dans l'autre, c'est une plante qu'on va manger avec modération parce qu'elle peut être plutôt forte, et si on en mange vraiment trop, ça peut irriter les muqueuses du tube digestif. Alors, lorsque tu dis que les vieilles, on doit les cuire, c'est parce qu'il y a du tanin? Alors les vieilles, on doit les cuire tout simplement parce que les fibres vont faire en sorte que vous allez trouver ça coriace à mâcher. C'est jamais agréable de mâcher quelque chose qui est trop coriace. Donc en général, on peut résoudre la situation, j'ai envie de dire, comme avec le persil, en hachant finement. Mais dans la plupart des cas, on cuit les parties qui sont filandreuses pour les rendre plutôt souples. Exactement comme avec le verre de poireau. C'est-à-dire que le blanc de poireau, la partie souple du poireau, vous pouvez limite le couper fin et le manger cru, alors que le verre de poireau, pour le manger cru, il faut y aller. Donc qu'est-ce qu'on fait avec le verre de poireau? On le fait cuire très longtemps dans les soupes, des fois même c'est juste pour le goût, on l'enlève, mais si on le fait cuire très longtemps, ça assouplit le verre de poireau, et c'est à ce moment-là qu'on peut le manger. C'est pour ça qu'on cuit. L'opération de cuire, d'enlever l'eau des tissus de la plante, puis de remettre l'eau, et que l'eau revienne donc en désordre, j'ai envie de dire, dans les tissus de la plante, fait s'écarter les unes des autres les fibres de cellulose, les fibres de lignine, etc. Et ça rend la plante qui est plus digeste. Déjà, elle est mâchable, et en plus, elle est plus digeste. Alors, les jeunes feuilles crues, les vieilles feuilles cuites, mais aussi les fleurs. Donc, les fleurs peuvent décorer les salades. On enlève le calice, c'est toujours meilleur. Et est-ce que tu connais la recette du sirop de fleurs de prime vert? Non, mais je suis sûr que tu vas me les donner. Donc, en général, on trouve les recettes, on peut trouver sur Internet de faire, par exemple, des recettes avec les fleurs de prime vert. Donc, c'est cette partie qu'on utilise, on enlève le calice. Mais il manque souvent un élément, je trouve, dans les recettes qu'on trouve sur Internet. C'est un ami qui fabrique des produits Misno qui me l'a donné. Pour avoir la couleur rouge et le goût de fruits rouges qui est renommé du sirop de fleurs de prime vert, il faut faire sécher les fleurs. Donc, pour faire, par exemple, 100 ml de sirop, on va cueillir 100 fleurs de prime vert. Donc, on va patiemment enlever le calice. On ramasse, par exemple, 100 fleurs comme ça. Donc, c'est un peu de boulot quand même. C'est pour ça qu'il est cher, le sirop de fleurs de prime vert, et qu'on ne le trouve pas si facilement. Donc, on fait sécher. Une fois que c'est sec, on va fabriquer notre sirop. Donc, pour 100 ml de sirop, on va mettre 100 ml d'eau, 100 ml de sucre, et on va mettre nos fleurs de prime vert séchées dedans. Donc au bout d'un moment, votre sirop prendra une couleur rouge, vous arrêtez la cuisson quand ça devient sirupeux, et votre sirop de fleurs de prime vert, il est prêt.